Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un monde vraiment fascinant, celui des coopératives et de l'économie sociale et solidaire. L'idée ici, c'est de comprendre ce modèle qui remet l'humain au centre du jeu. Et on va le faire en s'appuyant uniquement sur les faits et les cadres juridiques. C'est parti. Et pour bien démarrer, regardons ce qui se profile à l'horizon. L'ONU a carrément décrété que 2025 sera l'année internationale des coopératives. C'est dire à quel point ce modèle économique centré sur les personnes est devenu incontournable à l'échelle mondiale. Alors au programme aujourd'hui, on va suivre un cheminement hyper logique. On va d'abord définir ce qu'est une coopérative. On verra ces trois grands principes, les différentes familles qui existent. On fera un zoom sur le modèle SCOP. Ensuite, on replacera tout ça au cœur de l'ESS pour finir sur le poids économique de ce modèle pour l'avenir. Première étape, le point de départ absolu. Qu'est-ce qu'une coopérative concrètement ? Eh bien, contrairement à une entreprise classique dont le but est souvent de maximiser les profits pour les actionnaires, une coopérative, c'est avant tout une association autonome de personnes. Ce sont des individus qui se réunissent volontairement pour répondre à leurs propres besoins économiques et sociaux. Bref, l'enrichissement personnel n'est absolument pas le moteur principal de ce modèle. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les trois grands principes qui régissent leur fonctionnement au quotidien. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est le fonctionnement. En assemblée générale, c'est la règle stricte du « une personne égale une voix ». Peu importe la somme qu'un membre a investie, le poids décisionnel reste exactement le même. Et de l'autre côté, l'autonomie garantit qu'aucun investisseur extérieur ne pourra jamais prendre le contrôle. Le pouvoir reste définitivement sur le terrain. Alors là, attention, il faut tordre le cou à une idée reçue très tenace. On entend souvent dire que ces structures n'ont aucun but lucratif. Eh bien, c'est faux. Elles font du profit, mais elles pratiquent ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Concrètement, les bénéfices servent d'abord à renflouer des réserves intouchables pour assurer la survie de la boîte. Les rémunérations sont encadrées et quand on quitte la coopérative, on récupère ses parts à leur valeur de départ. Zéro spéculation. Passons maintenant à notre troisième partie, les grandes familles coopératives. Parce que oui, cet écosystème est d'une diversité incroyable. Que l'on parle d'agriculteurs ou d'artisans qui mutualisent leurs outils, de locataires de HLM, de clients d'une banque coopérative ou même de projets impliquant de multiples acteurs, il y a vraiment un modèle sur mesure pour coordonner les intérêts de chacun. Et parmi tous ces modèles, il y en a un qui est particulièrement engageant, c'est notre quatrième point, le modèle SCOP. Dans une SCOP, la règle d'or est radicale. Les salariés doivent obligatoirement détenir la majorité absolue, donc au minimum 51% du capital de l'entreprise. C'est le fameux verrou juridique. Impossible pour eux de se faire racheter ou de perdre la main sur leur propre outil de travail. Et le plus fou, c'est que ça va encore plus loin. Indépendamment du capital apporté ou de l'ancienneté, ces mêmes salariés détiennent un minimum garanti de 65% des droits de vote. C'est la démocratie d'entreprise à l'état pur. Et quand vient le moment de partager les fruits de ce travail, c'est tout aussi encadré. En moyenne, 45% des bénéfices sont mis de côté pour sécuriser l'avenir. Ensuite, au moins 40% sont reversés directement aux travailleurs eux-mêmes et une toute petite part de 15% part en dividendes. C'est vraiment un partage ultra transparent et équitable. Ce qui nous amène à notre cinquième partie, le cœur de l'économie sociale et solidaire. On va prendre un peu de recul. Si on regarde l'histoire récente, le vrai tournant, c'est la loi du 31 juillet 2014. C'est elle qui a officiellement défini et reconnu l'ESS à grande échelle. Ça a permis de rassembler toutes ces initiatives sous une même bannière, en officialisant un entrepreneuriat qui met l'intérêt général et l'utilité sociale bien au-dessus de la pure rentabilité. Et il faut bien comprendre que l'ESN n'est pas du tout une petite niche, c'est littéralement partout. Santé, inclusion sociale, logement, commerce équitable ou encore protection de l'environnement. Ces structures sont des acteurs majeurs qui répondent à nos besoins essentiels au quotidien. On arrive à notre sixième et dernier point, un modèle pour l'avenir. Et pour bien s'en rendre compte, regardons un peu les vrais chiffres. 200 000, c'est le nombre tout simplement colossal d'entreprises qui opèrent aujourd'hui en France sous ce cadre spécifique. Et derrière ces 200 000 entreprises, accrochez-vous bien, on trouve 2,4 millions de salariés. Ça représente une part gigantesque de l'emploi dans nos régions. Du coup, la conséquence de tout ça, c'est que ce modèle démocratique, avec sa lucrativité limitée, génère à lui tout seul 10% de notre PIB national. On a vraiment affaire à un poids lourd macroéconomique. D'ailleurs, si on veut ressentir l'énergie de ce mouvement en ce moment même, un tout nouveau film de marque vient d'être lancé après le congrès de Toulouse. Il est diffusé cet été du 12 mai au 8 juillet sur la chaîne Télé Pays. C'est le moment idéal pour voir comment ces acteurs portent leur message au grand public. Alors, on termine ce décryptage avec une question qui s'impose presque d'elle-même. Si un tel modèle est capable de générer 10% du PIB tout en garantissant une vraie démocratie et un partage équitable de la richesse, qu'est-ce qui l'empêche, au fond, de devenir la norme absolue pour les entreprises de demain ? Ça donne vraiment matière à réfléchir sur l'avenir de notre économie, n'est-ce pas ?